Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver. Vous êtes dans votre entretien exclusif sur Canal 3 Télévision qui reçoit justement Madame Elisabeth Gomis. Elle est journaliste, réalisatrice franco-bissau-guinéenne. Elle est aujourd'hui une figure majeure de la défense de la culture et de ses racines. Elle se décrit elle-même comme une enfant de la diaspora qui a dû trouver par elle-même des réponses pour connecter son héritage africain à sa vie occidentale, un détail sur lequel nous reviendrons tout au long de cet entretien. Elle est aussi préfiguratrice de la Maison des mondes africains à Paris. Elle est au Bénin dans le cadre du Festival international des films de femmes de Cotonou, où elle est d'ailleurs la présidente de jury. Madame Elisabeth Gomis, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre disponibilité à répondre à quelques petites-unes de nos questions. Avec plaisir. La première, vous êtes au Bénin, je le disais tantôt, dans le cadre du Festival international des films de femmes de Cotonou. Vous êtes la présidente de jury. Quel est le sentiment qui vous anime? Alors, je dois dire que depuis la soirée de lancement hier, je dois dire que je suis assez fière. Je suis assez fière et je suis honorée d'être la présidente du jury parce que je fais partie de cette génération de femmes réalisatrices, de femmes qui prennent le lead et qui n'attendent plus qu'on leur tende la plume ou la caméra pour raconter des histoires qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre d'un point de vue féminin. Donc oui, beaucoup de fierté et beaucoup d'émotion même de pouvoir aussi soutenir Cornelia Glélé, qui est la fondatrice de ce festival, qui pour moi est un peu une petite sœur, et elle représente un peu ce que j'aurais aimé être à son âge. Parfait. Alors récemment, le Bénin a demandé et a obtenu de la France le retour de ses trésors royaux. Pour vous qui êtes aujourd'hui une figure majeure de la défense de la culture et de ses racines africaines, quelle est votre appréciation de cet événement? Alors, encore une fois, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions parce qu'en 2017, quand le président de la République, Emmanuel Macron, fait ce discours à Ouagadougou et que justement, il pose sur la table cette question des restitutions en disant qu'il va créer les conditions pour que dans 5 ans, on puisse rendre des œuvres en fait à la jeunesse africaine. Déjà à ce moment-là, ça m'avait fait plaisir parce que c'était une question que notamment le gouvernement béninois avait déjà soulevée avant même que notre président se saisisse de la question. Et là, c'est un dirigeant du Nord, en tout cas de l'Occident, qui le pose sur la table. Et quelque part, quand il fait ça, il dit il faut qu'on assume notre part, l'histoire. Vous avez trouvé ça un peu osé? Venant de sa part, je n'ai pas trouvé ça osé. C'est bien du Emmanuel Macron. Et au-delà de ça, je pense que ça faisait aussi partie des choses dont on discutait dans le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Et de savoir qu'il est allé au bout et qu'il l'a posé sur la table, pour moi, c'était un gage. Oui, c'était un gage de responsabilité de sa part et aussi oui, quelque part, rendre de la culture, exactement, et de rendre justice à une nouvelle génération qui n'a pas eu l'occasion de voir ces œuvres, ce qu'on appelle œuvres dans le Nord et qui sont plutôt des objets cultuels ici. D'accord. Alors, je l'avais évoqué tantôt, vous êtes la préfiguratrice de la future Maison des mondes africains à Paris, Mansa, c'est bien ça. Concrètement, Madame Elisabeth Gomis, la Mansa, se veut quoi? Alors la Mansa, ça va être un lieu physique, en premier lieu, à Paris, donc une institution culturelle, mais on ne veut pas que ce soit un musée, on ne veut pas non plus que ce soit une galerie, on ne veut pas que ce soit un lieu complètement élitiste qui nous couperait finalement de la base. C'est un lieu qui va être ouvert à tous et à toutes, qui évidemment a un prisme culturel fort, mais également qui sera comme quelque part un peu un laboratoire pour outiller une nouvelle génération, comme je disais tout à l'heure, à écrire sa propre histoire, que ce soit de l'édition, de la production audiovisuelle, radio, télé, et ou cinéma. On a besoin de créer notre pop culture quelque part africaine. Alors, elle se fait, elle n'a pas attendu la Mansa pour se faire. On voit bien que certains artistes du continent sont, écoutés partout dans le monde. Nous, on a Aya Nakamura, le Nigeria aurait un Burna Boy, par exemple. Mais on a besoin, en fait, de créer de la pop culture, mais ça, le faire sur, j'allais dire, toutes les disciplines. C'est-à-dire que j'ai envie que la Mansa nous permette, dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être même plus tôt, qu'on arrête de dire c'est la Joconde africaine, c'est le Michelangelo africain, et qu'on crée nos propres icônes et de la pop culture, et que ce soit naturel pour des enfants qui soient en Bolivie, en France ou au Japon, de dire ma référence, c'est vous par exemple. Et si l'on est ici, pourquoi à Paris? Pourquoi pas sur le sol africain? Parce que pour le coup, c'est une demande française.
C'est aussi une demande de nous, la diaspora, parce qu'on a du mal à se retrouver dans ce récit national français qui, pendant des années, nous a oubliés, en fait. Et nous, on a besoin de poser une pierre, on a besoin de dire on existe, et on a besoin aussi de montrer aux gens qu'on est des... Nous sommes des identités plurielles. Moi, j'ai une identité qui est multiple. Donc parfois, c'est africain, parfois c'est français, parfois je mélange les deux. Quand j'étais plus jeune, c'était compliqué pour moi de trouver ma place. Et aujourd'hui, en fait, je vis très bien en mélangeant les deux et en alliant, j'allais dire, le meilleur des deux mondes. Donc oui, c'est une initiative française, c'est important pour la France, je pense, de reconnaître, comme le disait même le président, de reconnaître sa part d'africanité. C'est-à-dire que je pense que mes concitoyens français n'ont pas une idée complète de ce qui s'est joué dans l'histoire entre notre pays, la France, et ce continent. Et il est, je pense, primordial pour le futur et pour les dialogues futurs même de ce monde que la population française se rende compte de ce que l'Afrique a apporté à ce pays. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que c'est une initiative de plus pour exporter l'intelligence africaine ou pour endormir les esprits africains? Ah non, c'est pas endormir les esprits africains, c'est plutôt, je dirais... c'est même pas endormir comment dire, les esprits africains, c'est réveiller les esprits français, c'est différent. C'est pas du tout, on n'est pas sur ce registre-là, on est sur le registre du dialogue. Quand on a fait Création Africa, l'événement qu'on a porté donc avec la maison au mois d'octobre, on n'a pas exporté des cerveaux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des rencontres, par exemple, entre des entreprises françaises et des créateurs, producteurs africains. L'avantage pour eux, quel était-il? C'était de pouvoir faire connaître leur savoir-faire en dehors des frontières de ce continent, d'aller acquérir aussi de nouveaux marchés. Et du côté français, c'était aussi, bon, ça va nous permettre quand même de renouveler finalement toutes ces histoires qu'on a racontées et qui ne comptaient jamais l'Afrique en fait dans le spectre. Donc c'est pas exporter des cerveaux, c'est plutôt réveiller les esprits du Nord, oui. Plus concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter à notre continent? Des opportunités, concrètement, des opportunités que ce soit dans l'entrepreneuriat. La jeunesse. Pour la jeunesse également. Ça permet aussi de poser sur la table certains dossiers qui sont sensibles, notamment les visas. Ça permet aussi de changer la perception qu'ont les Occidentaux des Africains. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Afrique en Europe, on pense migrants, comme si il allait avoir une invasion. Mais ça, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. De toute façon, qu'on le veuille ou non, l'africanité est déjà là. Elle est déjà là et ce lien, il est indéfectible. C'est-à-dire que moi, j'ai de la famille en Guinée-Bissau, j'ai de la famille au Sénégal et même en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas arrêter de leur parler parce qu'il y aurait une crispation d'un côté ou de l'autre. On va continuer de se parler. Et imaginez, je dis moi, mais je parle de milliers de personnes. Donc, qu'on le veuille ou non, la discussion va continuer. Et donc, il faut qu'elle continue de se faire de la meilleure façon qui soit. Et si moi, dans mon rôle de préfiguratrice de la Maison des mondes africains et précédemment dans le Conseil présidentiel, je peux aider à justement écrire une page qui n'a jamais été écrite, j'ai envie de dire, j'y vais et j'y vais à fond. Alors vous, comment faites-vous justement pour assumer ce rôle de défense de la culture et de ses racines africaines quand on est partagé entre plusieurs cultures? Franco-bissau-guinéenne. C'est compliqué, comme je vous le disais au début, je dirais dans ma prime jeunesse, c'était, il fallait être français. D'accord. On est né en France, on a des parents qui sont africains, mais dans notre contexte, il fallait être français. Donc, le réflexe premier, c'était d'effacer quelque part toute trace, entre guillemets, d'africanité. Parce que sinon, on allait nous le reprocher de ne pas nous intégrer au modèle France. Ça, c'était au début. Et puis ensuite, vous faites votre propre cheminement, et puis vous découvrez l'histoire par vous-même, et puis de toute façon, vous avez des parents aussi qui vous racontent des bouts d'histoire, et là, vous vous dites, mais attends, je suis également ça. Donc forcément, vous allez naturellement vers cette, j'allais dire presque cette force qui vous appelle, parce que il y a quand même quelque chose qui, pour le coup, ne s'effacera jamais, quand bien même j'étais française, culturellement et cultuellement, j'étais complètement africaine. Je suis bissau-guinéenne, je suis mandjak et on est un peuple foncièrement animiste. Alors, donc, il y a des choses que je n'ai pas pu effacer parce que ça faisait partie de moi. Avec ces racines, quand vous devez prendre position sur des sujets un peu sensibles, parfois en défaveur même de la France, comment vous gérez ça? Eh ben c'est là où c'est complexe. C'est-à-dire qu'il faut réussir. Il y a ce côté français qui revient. Oui, parfois, et bien sûr. Et puis il y a des biais aussi. Il y a des biais quand je suis sur le continent de plus en plus, là ça doit faire 10 ans que chaque année, je sais pas, je dois être 6 à 7 fois, peut-être même plus sur ce continent.
Et effectivement, il faut réussir à arriver avec de nouvelles lunettes, avec une position un peu aussi d'humilité, parce que nous, de la diaspora, on a aussi tendance à penser qu'on est meilleur que tout le monde parce qu'on vient du Nord. Nous, on a fait nos études, pour certains à la Sorbonne ou je ne sais pas où, dans les grandes écoles. Et donc, on pense qu'on apporte la solution. Et en fait, ça, il faut s'en détacher, mais c'est un travail de longue haleine. Et je ne vous dis pas que c'est facile. Même parfois, j'ai encore des biais que j'essaye de corriger. Le tout, c'est d'en avoir conscience et d'essayer de ne pas les faire perdurer. Je ne vous dis pas que c'est simple et que j'arrive et que j'ai la solution à tout. Oui, parfois, je suis torturée entre ces deux positions. Mais j'essaye, encore une fois, d'allier le meilleur des deux mondes. Et c'est pour ça que je pense que ma position, elle est à la fois délicate et en même temps, c'est une position de facilité parce que j'ai deux casquettes. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, au sein du Conseil présidentiel pour l'Afrique, créé en 2017 par le président Emmanuel Macron, vous êtes investi sur les questions culturelles. Alors, pourquoi avoir quitté ce conseil ? Parce qu'en fait, je suis une femme de terrain. Moi, je pars en reportage avec la même caméra que monsieur ici. Je fais le son, je fais la caméra, je fais mon cadrage, je fais tout toute seule. À un moment donné, le terrain vous a manqué. Exactement. Et comme son nom l'indique, c'était un conseil. Donc, conseil, on parle beaucoup, on écrit beaucoup de notes, mais j'avais l'impression qu'il me manquait justement cette dimension terrain. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste pris la porte d'à côté et je suis allée travailler sur la saison Africa 2020, qui était l'une des recommandations que nous avions faites au président et qu'il a, entre guillemets, validé, puisqu'il l'a annoncé dès Ouagadougou en disant 2020 sera l'année de l'Afrique en France. Et donc, moi, je me suis retrouvée, en fait, dans l'équipe du commissariat général. Et là, c'était autre chose. Donc, moi, mon rôle, c'était de connecter justement la diaspora à ce projet et de faire dialoguer justement ces Africains de France et les Africains d'Afrique. D'accord. Alors, dans ce que sera la future maison des mondes africains à Paris, aujourd'hui, la France, à travers vous, s'est engagée pour un renouveau de partenariat Afrique-France et pour le renforcement des industries culturelles et créatives africaines. D'abord, pourquoi on parle de renouveau de partenariat Afrique-France ? Alors, je ne sais pas si renouveau, c'est le bon terme. Tout à l'heure, je le disais, on écrit une histoire. En fait, on est dans la continuité de l'écriture d'une histoire. Ce qui a changé, je pense, c'est justement les générations. On voit naître une nouvelle génération ici sur ce continent, de la même manière qu'on voit naître une nouvelle génération là-bas en France. C'est-à-dire que on ne voit plus le monde de la même manière. On vit aussi dans un monde globalisé. On a d'autres exemples. Et aussi, on a des aspirations pour le futur qui sont complètement différentes de mes grands frères ou encore de mes parents. Donc, c'est peut-être pour cela qu'on dit renouveau, alors qu'en fait, on est juste dans une continuité. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous voyagez à travers plusieurs pays sur le continent. Aujourd'hui, le contexte est un peu tendu entre plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et puis la France. On note de plus en plus un sentiment, bien entendu, anti-français. Trouvez-vous opportun, justement, que ce soit maintenant qu'on parle de ce renouveau de dialogue entre la France et puis le continent ? Opportun, c'est pareil, opportun, je ne sais pas si c'est opportun. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, on a changé de président et qu'il a décidé de se saisir de la question. Donc, est-ce que c'est opportun ? Je ne sais pas. En revanche, c'est important aussi pour nous, Français, de faire nos devoirs. D'assumer cette part d'africanité, de se regarder également dans le miroir. Et on sait que tout n'a pas toujours été... il n'y a pas eu que des jours heureux. Et aujourd'hui, la question se pose d'une manière assez presque brutale, comme je vous le disais. Deux générations, on a les mêmes problèmes en France sous un autre angle, mais on rencontre les mêmes crispations. Donc je ne sais pas si c'est opportun, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut continuer de travailler cette question-là. Parce que, encore une fois, nos destins sont liés, qu'on le veuille ou non. Bien sûr, on peut se dire, on arrête de travailler avec la France. Sauf qu'on vit dans un monde globalisé et que dans cette histoire, il n'y a pas qu'une histoire de sentiments ou de ressentiments. Il y a aussi des histoires de relations commerciales et juste de prendre sa place dans la cartographie mondiale, j'allais dire. Donc, opportun, je ne sais pas. En tout cas, continuer de faire les efforts. Et surtout, je pense que ce qui anime ces deux générations, justement, tout à l'heure, qui ont changé, c'est de rééquilibrer les termes de l'échange, en fait. C'est-à-dire qu'ils nous ont toujours été déséquilibrés. Et c'est
Aujourd'hui, la raison pour laquelle je dirais que ça explose un peu, c'est que là, aujourd'hui, on a vraiment besoin d'équité et d'égalité, chose qui n'a pas toujours été le cas par le passé. Mais dans ce destin lié entre la France et puis le continent africain, qu'est-ce qu'on peut soigner? C'est quoi les aspects sur lesquels on peut travailler justement pour que ces rapports soient davantage plus aisés et plus profitables? Encore une fois, je pense qu'il y a une position d'humilité venant de notre part à accepter. Nous n'avons pas la solution à tout, nous ne sommes pas le centre du monde, parce que pendant des années, presque des siècles même, je devrais dire, absolument, le centre du monde, l'épicentre en tout cas, il était dans le nord. Et aujourd'hui, les plaques tectoniques ont bougé et... il y a une nouvelle génération qui revendique tellement de choses. Exactement. Et donc, c'est difficile pour quelqu'un qui a toujours été au centre de la discussion de parfois se retrouver à la marge. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille, c'est d'accepter d'être à la marge et de ne pas toujours être au cœur du débat et au centre de toutes les discussions. Non, le centre se déplace à comprendre et à accepter. Comment voyez-vous l'avenir des rapports entre la France et puis le continent? Alors, je ne suis pas devin, pour le coup. Moi, je dirais que je fais ma part dans cette histoire parce que si les relations continuent de se détériorer, je vais avoir un problème familial. Basique. Basique. Donc, il s'agit pour moi de continuer de pouvoir converser avec mes frères et sœurs, mes cousins, cousines, mes oncles et mes tantes. Il s'agit de pouvoir continuer de voyager et dans l'autre sens, c'est pas continuer, mais en tout cas de commencer à pouvoir voyager beaucoup plus librement, je dirais, en Occident. Donc j'espère en tout cas que ces relations, comme je disais, que les termes de l'échange seront beaucoup plus équilibrés à l'avenir, oui. Mais dans ce changement, la jeunesse a un rôle à jouer. Évidemment, et c'est pour ça que, en tout cas pour ma part, je mise sur la culture, parce que je sais que la culture est à la fois catalyseur, et aussi c'est un élément... Ça rassemble, c'est fédérateur, et surtout, ça permet de se montrer à la face du monde d'une manière un peu différente en fait. Bon là je vais un peu faire comment je dirais, je vais un peu la jouer poétique, mais ça amène de la poésie dans la façon dont on perçoit l'autre. Et ça c'est important parce qu'on ne peut pas rester sur des stéréotypes qu'on traîne depuis plus de 14 ans, on peut quand même se le dire. On ne peut pas rester là-dessus et je pense que la culture nous permet cela. Elle nous permet de nous présenter différemment à la face du monde. Aujourd'hui sur le continent, il y a de nouvelles dynamiques. Vous avez effectué plusieurs voyages dans plusieurs pays africains. Quel est l'état des lieux en termes d'industrie culturelle et créative africaine? C'est bouillonnant, c'est bouillonnant. Là encore, la semaine dernière, je parlais à Serge-Emmanuel Tadé, guinéen, qui sortait son jeu vidéo sur mobile. Il n'a fait aucune formation, il n'a été dans aucune école, il n'a même pas de formation, même business. Et en fait, il est autodidacte et il sort un jeu vidéo. Et là, je me dis, il se passe quelque chose que nous n'arrivons pas à saisir. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a créé Création Africa. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a un vivier de créateurs et d'artistes. En revanche, on a un problème au niveau de la production et je dirais même de la distribution. C'est-à-dire que ce n'est pas assez structuré pour être une vraie force de frappe. Et nous, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est réussir à structurer cet écosystème pour qu'il soit assez fort pour même rivaliser avec le reste du monde. Et également pour pouvoir permettre à des producteurs, des créateurs de vendre leurs projets en dehors des frontières de ce continent et même à l'intérieur de ce continent, parce que je pense que d'abord il va falloir qu'on discute entre nous avant de sortir des frontières de ce continent. Et en fait, ce qu'on a fait avec Création Africa, qui est quelque part un peu le premier acte de Mansa, de la Maison des mondes africains, c'est qu'on a réuni 327, si je ne dis pas de bêtises, acteurs, actrices des industries culturelles et créatives africaines, dont 4 béninois, dont Faisal Nyolonfin, qui est maintenant votre directeur national du cinéma, Cornelia Glélé, qui est la fondatrice du FIF. Et on a réuni tous ces gens-là et de l'autre côté, on a mis en face des entreprises. Des entreprises qui sont en recherche d'opportunités, comme le sont ces acteurs et actrices. Et on a créé plus de 300 rendez-vous. Ça a été 3 jours bouillonnants, 3 jours pendant lesquels les témoignages disaient: ce qui est génial, c'est que je rencontre mes homologues du continent que je n'avais jamais vus. Je parlais avec eux sur les réseaux sociaux. On essayait de monter des projets, mais comme on ne s'est jamais vus, ça n'allait pas au bout. Et là, en 3 jours, on a commencé à monter un projet ensemble. D'autres qui m'ont dit: j'ai réussi à contacter telle entreprise qui est spécialisée dans la réalité virtuelle et ce sont les seuls à savoir faire ce dont j'ai besoin. On va commencer à travailler ensemble. Et en fait, le fait de faire ces connexions-là,
ça nous a prouvé quelque chose, c'était que vraiment il fallait appuyer le soutien aux industries culturelles et créatives, mais au sens production. Et quand je suis allée au Ghana, c'est marrant puisque un des présentateurs de radio m'a dit « You bring the business to the show » au lieu de faire du show business. Et c'est exactement ça. C'est apporter la pierre entrepreneuriale et business à cette jeunesse qui est une force de création voilà, sans commune mesure. Mais on ne peut pas toujours être uniquement créateur, il s'agit aussi même d'être producteur, parce que quand on est producteur, en fait, c'est nous qui tenons vraiment les rênes. C'est ça, comme quoi, au-delà des questions de conflits, de coups d'État par-ci et par-là sur le continent, il y a une forme d'intelligence qu'il faut encourager. Exactement. Quelle sera pour vous la responsabilité des États à pouvoir accompagner ces jeunes? Et la responsabilité est grande, puisque, évidemment, alors c'était un moment absolument voilà, magique, mais derrière, il faut que ces jeunes vous racontent ce qu'ils nous racontent, c'est génial ce que vous avez fait. Mais il faudrait maintenant parler à nos gouvernants parce qu'il faudrait qu'ils nous accompagnent parce que demain on rentre au pays. Parce qu'il n'y a pas un écosystème qui favorise, il n'y a pas de cadre de formation. C'est vraiment différent selon les pays. On sait que le Bénin accompagne de plus en plus en tout cas ces acteurs-là. En tout cas ces dernières années, il y a pas mal d'efforts. Exactement. Le Sénégal sur le cinéma notamment également travaille beaucoup cette question-là. Mais en fait il faut que ça se démultiplie et il y a des domaines sur lesquels on pense que ce sont des domaines un peu pour les enfants, typiquement le jeu vidéo. Mais le jeu vidéo, c'est l'industrie culturelle qui rapporte le plus de toutes des 26, je crois qu'il y a 26 industries culturelles et créatives, et c'est le jeu vidéo qui est le plus porteur. Et on voit le jeu vidéo toujours comme quelque chose, en tout cas en Afrique, on le voit comme, ce sont pour les enfants. Alors que pas du tout. Le jeu vidéo draine une économie... Peut-être le début de la délinquance. Exactement. Mais en tout cas, ça draine une économie qui est telle, ce serait dommage de ne pas s'y intéresser parce qu'on a les talents. On a les talents. Et malheureusement, pour nous, tout à l'heure, vous parliez de fuite des cerveaux. Mais maintenant, c'est même pas la France, hein. Ça part directement aux États-Unis et au Japon parce qu'eux ont les grosses écoles et ils ont les moyens de faire ça. Donc, ce serait pas mal de continuer de travailler ces questions-là, mais sur le sol africain, oui. Une fois encore, avec la Maison des Mondes Africains à Paris, comment on peut canaliser cette énergie sur le continent, surtout avec les jeunes? Alors, la maison, l'idée c'est de, comment dire, comme je disais, de soutenir la production. La financer? Alors, il y a une partie financement, il y a une partie expertise, formation. Exactement, formation, il y a une partie échange j'allais dire, d'expertise, parce qu'on a toujours le sentiment que bon, le français va venir donner l'expertise à l'africain. Si je vous raconte l'histoire de Brian Afondé, le Kenyan, qui m'a raconté comment il a réussi à faire une œuvre en 360 degrés de réalité virtuelle, il n'avait pas les bons ordinateurs, ni même le bon matériel pour... générer cette œuvre parce que c'est trop lourd en termes informatiques. Normalement, il est obligé d'envoyer son projet en Asie et le projet, on lui renvoie pour qu'il soit prêt à diffuser. Et eux se sont dit, mais nous, on n'a pas l'argent pour faire ça, d'autant que si on fait une erreur, il faut qu'on le renvoie à nouveau et que ça va nous coûter de l'argent. Ils ont réfléchi à une technique, ils ont ramené tous les ordinateurs de toute l'équipe et les ont branchés en série. Ça leur a pris 3 jours, mais ils ont sorti le résultat et on a projeté ça à Paris en 360 degrés, une œuvre en réalité virtuelle sur les cosmogonies Kikuyu du Kenya. Pour moi, ça, c'est de l'innovation. Est-ce que vous pensez qu'on est capable de faire ça en France alors qu'on a la DSL qui pulse à plein régime, qu'on a les bons ordinateurs, qu'on a les bons logiciels? On n'y pense pas parce que justement, on n'est jamais confronté à ce genre de difficultés. Eux savent qu'ils n'ont pas le bout, j'allais dire, qu'ils n'ont pas la fin de l'histoire, et en fait, ils la créent. Et c'est ça, en fait, la force. La force, c'est l'innovation. Et ce terme que je n'aime pas beaucoup, résilience, parce qu'on a tendance à s'endormir dessus, mais il y a quand même de la résilience là-dedans, je ne vais pas m'arrêter à ce petit obstacle-là, je vais le surmonter et je vais aller plus loin que ça. Et quand lui raconte ça, et que tout le monde est captivé, que vous avez une salle de 100 personnes qui l'écoutent, je peux vous assurer que ça suscite des vocations, et ça dit à certains jeunes, ok, let's go, je peux y aller et je ferai mieux même que ce Brian Afondé que j'adore d'ailleurs. Absolument. Alors, vous l'avez évoqué brièvement, le forum Création Africa à Paris, consacré aux industries culturelles et créatives africaines. C'était en octobre 2023. Le Bénin était représenté par 4 créateurs. Quel bilan faites-vous de cette première édition? Pour moi, c'est un bilan... Alors, c'est à la fois personnel et professionnel. Personnellement, je suis très fière et très émue d'avoir pu monter, parce que j'étais vraiment à la manœuvre de A à Z, d'avoir pu monter cet événement. Pour moi, ce qui me tenait à cœur, c'était que l'invitation soit à la hauteur du talent de ces gens. C'était la première chose. Je voulais qu'ils viennent en France. Il y a déjà eu des invitations, hein, on en fait tout le temps, il y a plein de programmes. Mais cette fois-ci, je voulais qu'ils viennent et qu'ils se sentent accueillis comme il se doit.
Donc ça, c'était ma première contrainte. Et les témoignages que j'ai eus en retour m'ont confirmé que l'invitation avait été respectée. Et ça, c'est la première chose. Ensuite, professionnellement, ça prouve que la maison, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Il faut pas que ça s'arrête. Il faut qu'on monte ce projet parce qu'au-delà d'un public français at large, comme diraient les Américains, c'est aussi quelque part le moyen de montrer cette puissance créatrice. Et je reprendrai juste les termes de ce Tanzanien, c'est Mkuki Mboga, un éditeur qui est venu. Et à la fin de la première soirée, il est venu me voir, il m'a dit, tu sais Lise, si on avait branché un à un tous les créateurs de la salle là, on aurait pu allumer la Tour Eiffel. Et en fait, il a défini la puissance créatrice de ces jeunes Africains. Et c'est là où je me suis dit, on y est et on touche quelque chose du doigt, il faut maintenant le pousser. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les initiatives, notamment le FEF Création Africa ici au Bénin et sur les 16 pays qu'on accompagne. Donc, j'entends toutes les questions, voilà, le sentiment anti-français, les crispations qu'il peut y avoir, mais tout à l'heure vous avez parlé d'intelligence collective, et en fait on parle surtout de créer un dialogue ensemble et d'avancer ensemble. Et que si l'un d'entre nous ne respecte pas les termes de l'échange, évidemment il faut le rappeler à l'ordre. Parfait. Et à quand la prochaine édition du Forum Création Africa? Alors, on a un emploi du temps qui est très très chargé en 2024 en France. Donc, on a les Jeux Olympiques de Paris et ensuite on a le sommet de la francophonie. Donc, on a décalé ça au tout début 2025. Et j'ai vraiment hâte de voir quelle sera la délégation béninoise cette fois-ci. Et pour ce qui est de la Maison des mondes africains à Paris, c'est quoi l'agenda à la suite? L'agenda à la suite. Donc là, on est en train de monter une pré-programmation avant que la maison ouvre pour la fin 2025. Et on continue de nouer nos partenariats avec des structures européennes, des structures françaises. Là, j'ai un programme que nous allons lancer dans pas longtemps. J'en parlais ce matin à l'ambassadeur ici parce que j'ai vu des choses de Bénin qui me plaisent et que je me dis ce serait pas mal de travailler avec cette jeunesse-là et d'arriver avec un projet que nous pourrions mener main dans la main ici au Bénin. Parfait, ce sera tout pour cet entretien. Un mot de fin? Un mot de fin, comme j'ai dit aux femmes hier dans la salle, honnêtement, n'attendez rien, allez-y, foncez. Ça peut faire cliché de dire croyez en vos rêves. C'est pas tant croyez en vos rêves, mais en tout cas, allez les attraper. Il y a toujours moyen de les toucher du doigt et parfois même ça se réalise. Je pensais pas un jour être assise à cette place-là et pourtant le travail que je fais aujourd'hui est juste la conjugaison de tout ce que j'ai mené jusqu'à présent. Voilà, aujourd'hui j'ai 43 ans et je suis très fière de porter ce projet de Maison des mondes africains. Donc allez-y, le temps n'est jamais trop tard en fait. Merci beaucoup, Madame Elisabeth Gomis. Merci vraiment de votre disponibilité. C'est la fin de cet entretien exclusif. J'étais avec Madame Elisabeth Gomis, elle est journaliste et réalisatrice franco-bissau-guinéenne. Elle est aujourd'hui une figure majeure de la défense de la culture et de ses racines. Nous avions justement discuté de tout ce qu'il y a comme initiative sur la Maison des mondes africains qui est à Paris et qui est donc une grande opportunité pour les jeunes sur le continent en matière d'industrie culturelle et création africaine. Mesdames et messieurs, à très bientôt sur Canal 3 Bénin et bonne suite des programmes.